Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je vous parle de mes déceptions depuis le début de la saison, des joueurs qu'on a repêchés lors des rondes numéro 1 et 2 de notre fantasy football et qui ne livrent tout simplement pas la marchandise. Défaite des Ravens de Baltimore, résultat, ça bouge dans le top 6 des meilleures équipes de la NFL et je reviens sur 3 affrontements qui m'ont surpris dans la Ligue nationale de football en fin de semaine. Bonne émission! Je commence l'émission en vous rappelant que j'ai une page Instagram depuis maintenant quelques semaines. Ça s'appelle Fanball le balado et je continue de publier durant la semaine quelques contenus qui pourraient être intéressants pour votre fantasy football. Bon, assez parlé de Instagram. Maintenant, parlons football et quelques joueurs qui m'ont déçu depuis le début de la saison. Depuis le début de l'année, je vous parle de des joueurs que, selon moi, ça pourrait être des vols dans des repêchages ou des joueurs qui vont connaître une grosse saison. Eh bien, il faut croire que je me suis trompé pour quelques personnes, quelques athlètes. Entre autres, c'est le cas du porteur de ballon Tony Pollard des Cowboys de Dallas. Tout le monde pensait qu'avec le départ de Ezekiel Elliott pendant la saison morte, il a signé un contrat avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ça ouvrait la voie à une saison record presque pour Tony Pollard. Il y avait beaucoup de poids sur ses épaules. On pensait qu'il serait capable d'être vraiment le porteur de ballon numéro 1 incontestable de la formation de Dallas. Mais finalement, il est un bon porteur de ballon, mais il ne fait pas partie d'élite et on le voit cette année avec la saison qu'il connaît avec les Cowboys de Dallas. Si on regarde et on exclut le premier match de la saison contre les Giants qui avait connu tout un match, on avait 2 touchés de mémoire, plus de 100 verges au sol, il avait vraiment été incroyable comme performance pour Tony Pollard. Si on exclut ce match, il n'a pas marqué de toucher depuis le premier match de la saison régulière. Donc vraiment, Tony Pollard est décevant sur le point des touchés, mais également sur le nombre de verges. On sent que de plus en plus, dans les dernières semaines surtout, les Cowboys commencent à lancer plus souvent le ballon. Dak Prescott est plus en confiance, surtout avec CeeDee Lamb et Ferguson, l'ailier rapproché, ce qui fait en sorte que on a moins souvent tendance à courir avec Tony Pollard et on sent que la ligne offensive des Cowboys de Dallas, qui avait été redoutable dans les dernières années, commence à être un peu moins bonne que ce qu'on nous avait habitué justement dans les dernières saisons, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile pour un porteur de ballon d'aller chercher des verges, surtout lorsqu'on se fait frapper rapidement, soit dans le champ arrière ou dès la ligne de mêlée. On espère souvent avoir une assez bonne ligne offensive pour créer une brèche et le reste du travail est accordé aux porteurs de ballon. Mais pour plusieurs amateurs de fantasy football, on a repêché Tony Pollard haut, mais aussi très haut, en première ronde ou en début de deuxième ronde. Et finalement, c'est beaucoup plus décevant pour l'instant. L'autre joueur que je voulais vous parler, c'est un autre porteur de ballon, c'est Derrick Henry. À chaque année, on dit qu'il devrait descendre, il devrait connaître une moins bonne saison, mais il nous surprend à chaque année, à l'exception de l'année 2023 où on sent vraiment qu'il commence à ralentir et c'est plus difficile. Je sais que dans les derniers affrontements, on affrontait des bonnes défensives surtout contre le jeu au sol. En fin de semaine, contre les Buccaneers de Tampa Bay, c'était justement une bonne défensive contre le jeu au sol. Et on a couru pour moins de 40 verges. On n'est pas capable d'aller chercher le toucher pour nous donner au moins des points bonnies pour nos fantasy football. Ce qui fait en sorte que Derrick Henry est de plus en plus c'est plus en plus difficile de connaître une bonne saison fantasy football et surtout qu'on a un autre porteur de ballon avec les Titans du Tennessee, Spears, qui est un peu plus polyvalent, capable de capter des passes contrairement à Derrick Henry et est très mobile, très agile, ce qui fait en sorte que de plus en plus, on le voit dans les derniers matchs, on utilise les deux porteur de ballon. Je pensais que l'arrivée de Levis à la position de corps arrière ferait en sorte qu'on donnerait une vraie chance à Derrick Henry de revenir parce que Levis était plus précis dans ses passes que Tannehill dans les dernières semaines. Mais finalement, pour les défensives, quand on affronte les Titans du Tennessee,
on s'assure de bloquer le jeu au sol et ça fait extrêmement mal à Derrick Henry parce qu'on a toujours un joueur de plus dans la bloc défensif, dans la boîte défensive, ce qui fait en sorte que c'est un joueur de plus à justement éviter le plaqué et c'est plus difficile lorsqu'on commence à vieillir et on commence à ralentir comme on peut voir avec Derrick Henry. J'ai confiance que ça pourrait se replacer pour la deuxième moitié de saison, mais quand même, si vous l'avez repêché en première ronde, surtout dans un mode standard de fantasy football, c'est plutôt décevant cette saison. Et le dernier joueur que je voulais absolument vous parler, c'est Davante Adams. On savait là, que cette saison, on n'avait pas vraiment d'idée là, à quoi s'attendre. On avait un nouveau corps arrière en Jimmy Garoppolo et on le voit là, avec les Raiders de Las Vegas. Pour l'instant, c'est une catastrophe dans cette organisation. On a déjà fait le ménage à la position d'entraîneur-chef. On a changé le corps arrière, ce qui fait en sorte que ce n'est pas des conditions idéales pour Davante Adams. Et il doit essayer là, de tirer son épingle du jeu parce qu'il y a plusieurs gérants de fantasy football qui ont repêché le receveur vedette à la position en deuxième ronde ou en première ronde même là, dans certains fantasy football, surtout si on était dans un mode PPR, parce que on savait que Davante Adams réussit toujours à aller chercher sa part de ballon là, dans une partie, mais cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Au début de la saison, Jimmy Garoppolo semblait avoir vraiment une belle chimie avec Jacoby Myers, le numéro 2, à la position de receveur de passe, ce qui faisait en sorte que même Davante Adams avait la difficulté à aller chercher sa part du boulot. Et là, avec le nouveau corps arrière, c'est encore tôt pour évaluer le travail et la chimie entre les deux joueurs, mais quand même, Davante Adams pour un choix là, de haute deuxième ronde, c'est plutôt décevant là, cette année, surtout parce que l'organisation des Raiders, on dirait, tire dans toutes les directions, ce qui fait en sorte que la stabilité et les plans de match sont pas nécessairement basés autour de Davante Adams, sont plutôt basés autour de Josh Jacobs, le porteur de ballon, et ça nuit considérablement à sa production offensive. Bon, maintenant, je veux parler de trois affrontements qui ont retenu mon attention en fin de semaine. Le premier, c'est les 49ers contre les Jaguars de Jacksonville. J'avais encerclé cet affrontement avant la semaine passée parce que je croyais là, vraiment que ça serait tout un match. Les Jaguars de Jacksonville étaient l'équipe de l'or dans la Ligue nationale de football et pour la première fois là, en 2 ou 3 saisons, les 49ers commençaient là, à montrer là, des faiblesses dans leur équipe. On avait 3 défaites consécutives pour les 49ers de San Francisco, mais finalement, là, on a montré qu'avec l'acquisition de Chase Young et une journée de congé pour justement, là, je pense, calmer les ardeurs, ça fait en sorte que les 49ers ont été explosifs pendant le match contre les Jaguars de Jacksonville et Trevor Lawrence n'avait pas d'option, avait de la difficulté à lancer des ballons vers ses receveurs de passe parce que la pression venait extrêmement rapidement. Ce qui fait en sorte que pour moi, les Niners viennent de se replacer là, dans la fameuse bulle des équipes qui pourraient aspirer au Super Bowl cette saison. Et les Jaguars de Jacksonville viennent de démontrer peut-être un petit peu plus de faiblesse lorsqu'on affronte une défensive aussi forte que celle des Niners. C'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pas l'heure de jeter la serviette là, pour les Jaguars de Jacksonville, mais c'est peut-être juste un petit retour à la réalité qui est bon à ce temps-ci de l'année pour montrer aux jeunes joueurs des Jaguars de Jacksonville qu'il en reste encore beaucoup à apprendre et que il faut justement continuer à travailler fort dans les pratiques parce que pour l'instant, dans les dernières semaines, les Jaguars étaient excellents. On avait surpris de très bonnes équipes dans la ligue et tout portait à croire qu'on avait le vent dans les voiles. Là, c'est peut-être un petit reality check qui va faire du bien à la formation de Jacksonville à long terme, mais c'est surtout une victoire qui fait extrêmement de bien à la formation de Kyle Shanahan et les Niners. 34-3, c'est une victoire là, impressionnante contre une des équipes qui fait partie de l'élite de la conférence de l'Américaine. L'autre match qui m'a surpris plutôt en fin de semaine, c'est le match entre Houston et Cincinnati. Je pensais que les Bengals étaient vraiment là, une autre des équipes de l'heure, avait été un peu comme les Jaguars sur une séquence de victoires et on avait sorti des grosses équipes comme les 49ers de San Francisco il y a quelques semaines. Et là, on affrontait les Texans de Houston et un jeune corps arrière. Et CJ Stroud a montré encore une fois là, qu'il fait partie de la Ligue nationale de football et qui est un des bons corps arrière, un des très bons jeunes corps arrière de la Ligue. On est capable d'inscrire beaucoup de points contre une défensive, les Bengals, qui est
souvent sous-estimée, mais elle est bien meilleure que ce que les statistiques démontrent, ou parce qu'on ne connaît pas beaucoup de joueurs vedettes qui jouent dans la défensive des Bengals de Cincinnati. Donc, il y en a plusieurs, que ce soit des blogueurs, des experts, qui osent souvent rabaisser la défensive des Bengals de Cincinnati, mais à chaque fois, là, elle nous surprend. Elle était capable de bloquer le jeu au sol. Mais là, on a affronté une attaque explosive, et ce qui fait en sorte que Houston a réussi à surprendre Cincinnati 30-27. Est-ce que la gang à Joe Burrow a pris à la légère ce match? C'est possible, mais quand même, c'est toute une victoire là, pour les Texans de Houston, qui se tombent à 5 victoires, 4 défaites. Et qui aurait dit là, que Houston aurait une possibilité de jouer là, au-dessus de la barre des 500. C'est vraiment très spectaculaire. On a un jeune corps arrière et on a surtout là, une belle connexion avec des jeunes receveurs de passes, ce qui fait en sorte que c'est très intéressant pour la formation du Texas. Donc, vraiment, c'est un match qui m'a surpris. 30-27, je vous le rappelle, victoire des Texans de Houston contre les Bengals de Cincinnati. Et le dernier affrontement que j'ai surveillé et que j'ai été un fier spectateur de ce match-là entre les Lions et les Chargers, c'était le genre de match qu'on avait encerclé avant le week-end parce qu'on savait que ça serait très explosif. Deux bonnes attaques qui s'affrontent et on n'a pas été déçus. 41-38, on a marqué beaucoup de points dans pour les deux équipes. Les Chargers sont arrivés à court parce que les Lions ont réussi à bien gérer le temps à la fin du match là, pour donner une chance à son équipe de gagner avec un placement pour 3 points là, pour se faufiler là, avec la victoire. Mais quand même, c'est très impressionnant. Là. La deuxième demi, surtout, là, on marquait des touchés pour les Chargers. On répliquait avec les Lions. Les Lions marquaient un touché. Les Chargers répliquaient. Donc vraiment, c'est un match spectaculaire. Et on a encore une fois montré là, que les Chargers ont une attaque redoutable dans la Ligue nationale de football, mais que la défensive, on a des faiblesses là, pour les Chargers. Et pour les Lions, on est capable de s'ajuster. Et c'est ça qui fait que les Lions sont surprenants cette année. C'est que l'année dernière, on avait vraiment une bonne attaque, mais la défensive était plutôt ordinaire. Et cette année, on a vu dans les dernières semaines que la défensive est capable justement d'arrêter de bonnes attaques. Pas nécessairement le cas là, contre les Chargers, mais quand même, on est capable de gagner des matchs de plusieurs manières, avec l'attaque, avec la défense, en faisant de gros jeux sur les unités spéciales également. Donc, on est capable de s'ajuster et c'est souvent ça qui fait en sorte qu'une bonne équipe devient une très bonne équipe dans la Ligue. C'est parce qu'elle est capable de gagner de plusieurs manières et c'est pas juste un joueur ou deux joueurs qui font la différence, mais plutôt plusieurs facettes de jeu. Donc, vraiment, c'était un très bon match là, entre les Lions et les Chargers. Je vous rappelle la marque, Détroit 41 et Los Angeles 38. Bon, je vous ai parlé de matchs en fin de semaine. Maintenant, je vais vous dévoiler mon top 6 des meilleures formations de la Ligue nationale de football. Et vous l'aurez deviné, là, il y a du changement là, dans le top 6, surtout en raison de la défaite des Ravens de Baltimore contre les Browns de Cleveland. Donc, position numéro 6, c'est un retour dans le top 6 pour cette formation. Elle était en congé, mais quand même, elle a réussi à gagner une place, même en ne pas jouant là, en fin de semaine. C'est les Dolphins de Miami. Je pense que c'est une attaque qui est tellement explosive qu'on n'a pas le choix de la surveiller, cette formation. Et si la défensive commence à être un peu plus solide, surtout avec l'arrivée de Jalen Ramsey, ça peut vraiment faire beaucoup de flamèches pour Miami. Position numéro 5, les 49ers de San Francisco avaient été chercher un joueur vedette à la limite des transactions et a montré cette semaine qu'elle est capable de rebondir après quelques défaites. Et les 49ers ont vraiment pas beaucoup de faiblesse là, sur la formation. Donc, j'ai pas le choix de leur redonner une place parmi mon top 6. C'est en 5e position pour les 49ers, surtout après une excellente victoire contre les Jaguars de Jacksonville par la marque de 34-3. Position numéro 4, c'était l'ancien numéro 1 dans les dernières semaines, les Ravens de Baltimore. Je pense pas qu'une défaite peut vraiment les exclure du top 6 parce qu'on a joué du très bon football depuis le début de la saison. Mais quand même, c'est un match qui était joué à Baltimore contre les Browns de Cleveland, qui est une bonne équipe, une bonne défensive surtout, mais on a réussi à accorder quand même
33 points là, pour les Ravens de Baltimore, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une attaque comme les Browns de Cleveland qui se cherchaient dans les dernières semaines. Deshaun Watson semble être beaucoup plus à l'aise, revient d'une blessure, mais quand même, ça m'inquiète un petit peu pour les Ravens de Baltimore, mais c'est un match et on va sûrement rebondir là, dans les prochaines semaines ou dès la semaine prochaine pour la formation de Baltimore. Position numéro 3, c'est les Chiefs de Kansas City. On n'a pas joué en fin de semaine, mais quand même, c'est une équipe qui est toujours redoutable, fait partie de l'élite. On a des joueurs vedettes en Patrick Mahomes, Travis Kelce, et surtout un entraîneur qui en a vu, là, a de l'expérience, a vu beaucoup de football dans les dernières années et est capable également de s'ajuster. Je vous parlais des Lions là, un peu plus tôt à l'émission, que c'est une équipe qui est capable de gagner de plusieurs manières. Ben, les Chiefs le sont également, surtout avec Chris Jones qui est arrivé là, en début de saison après quelques matchs là, et ça montre que la défensive est capable d'être très solide. La dernière, pas en fin de semaine, mais l'autre d'avant, on a réussi à aller chercher un match contre les Dolphins de Miami en territoire neutre et c'est surtout grâce à la défensive qui a réussi à ralentir l'attaque des Dolphins de Miami. Donc c'est pour cette raison que je mets les Chiefs en 3e position. Position numéro 2, je vous en ai parlé un peu plus tôt à l'émission, c'est les Lions de Détroit. Connaît vraiment du bon football et avec une victoire impressionnante contre les Chargers de Los Angeles. Je leur donne la position numéro 2, une équipe qui est très bonne, qui s'est améliorée là, dans toutes les facettes de son jeu. Donc vraiment bravo à l'organisation de Détroit. Et la position numéro 1, malgré une semaine de congé, les Eagles de Philadelphie. C'est la seule formation qui a seulement échappé un match cette saison. Et les Eagles, encore une fois, là, même s'ils sont peut-être un peu moins impressionnant que la saison dernière avec une équipe aussi explosive. On est efficace et c'est ça l'important dans la NFL, c'est d'être efficace parce que ça se décide, tous les matchs se décident là, par 4 ou 5 jeux et les Eagles, dans ces 4 ou 5 jeux, les remportent toujours. Donc, c'est pour cette raison que je mets les Eagles en numéro 1 dans mon top 6. La semaine prochaine, je vais vous parler de quels sont mes choix là, pour remporter les honneurs individuels après la mi-saison dans la Ligue nationale de football. Mais cette semaine, je voulais vous parler de quelques formations qui, selon moi, ont une réelle chance de terminer dernier et d'aller chercher le joueur Caleb Williams ou Drake May. D'après moi, ça va être 2 corps arrière qui vont être repêchés, premier et deuxième au total, parce qu'on sait, hein, les corps arrière ont vraiment une nette influence sur les résultats des matchs année après année, contrairement à des joueurs de position. Même si des joueurs de position peuvent avoir un impact, on avait déjà sorti des chiffres, plusieurs médias qui mentionnaient qu'un bon corps arrière, un corps arrière qui fait partie de l'élite, des fois ça peut donner là, un avantage de 7 points qui influence la partie, contrairement à son remplaçant. Et un joueur vedette, là, un Justin Jefferson, un Nick Bosa, c'est 1 point de différence s'il est dans la formation ou pas. Donc, c'est vraiment là, le corps arrière qui a le plus d'influence et c'est pour cette raison que, selon moi, position numéro 1 et numéro 2 au prochain repêchage, ça va être Caleb Williams et Drake May. Donc, je voulais parler de quelques formations, surtout en raison du résultat du match du jeudi. Les Bears de Chicago qui ont battu les Panthers de la Caroline, ce qui fait en sorte que Caroline risque de terminer là, avec 1 ou 2 victoires, peut-être 3 victoires maximum d'ici la fin de la saison. Mais malheureusement pour eux, on n'a plus le choix de première ronde et il n'est pas protégé. Ça va être les Bears de Chicago qui vont sélectionner un joueur à leur place. Et les Bears de Chicago là, pourraient prendre même un corps arrière, sachant qu'on a Justin Field dans notre alignement. Mais quand même, les Bears ont une sérieuse option là, sur le premier choix au total. Mais là, je regardais d'autres formations. Quelles autres équipes qui pourraient justement finir dernier? Pour l'instant, les Cards de l'Arizona n'ont pas une bonne fiche, mais avec le retour de Kyler Murray, on l'a vu en fin de semaine, il revient au jeu, connaît quand même un bon match pour un joueur qui n'a pas joué depuis plus d'1 an et donne la victoire à son équipe. Donc, assurément, pour les Cards de l'Arizona, là, on ne fera pas exprès près de perdre parce que Kyler Murray veut montrer qu'il fait partie de l'élite et va assurément jouer du très bon football. Donc pour moi, les Cards de l'Arizona sont exclus de cette course au dernier rang. Une équipe par contre qui pourrait finir dernière, c'est les Giants de New York.
Les Giants de New York n'ont plus leur corps arrière partant, blessure de Daniel Jones, même Tyron Taylor a été blessé la semaine passée, ce qui fait en sorte que même si on souhaite gagner, on n'a peut-être pas les armes nécessaires pour rivaliser avec d'autres équipes de la Ligue nationale de football. On l'a vu encore une fois en fin de semaine, on affronte les Cowboys et je pense que ça faisait 5 minutes que le match était commencé et déjà on était presque sûr de perdre là, parce qu'on affrontait tout simplement trop fort. Et les Giants pourraient terminer, selon moi, là, soit dernier ou avant-dernier. Et si je me retrouve avec les Giants de New York et j'ai la chance de repêcher un Caleb Williams ou un Drake May, je prends cette chance, même si on vient de signer Daniel Jones pour 4 saisons et 160 millions de dollars. Je pense que c'est la seule porte de sortie qu'on a pour les Giants de New York de se débarrasser et d'expliquer notre mauvaise décision d'avoir signé un corps arrière très moyen à long terme et avec beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, pour les Giants de New York, ça pourrait être très intéressant là, si on termine dernier ou avant-dernier. On va repêcher, d'après moi, un corps arrière. L'autre formation que j'ai mis sur ma liste, c'est les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Les Patriots ont seulement 2 victoires, se retrouvent environ là, avec le choix numéro 4 ou numéro 5 cette saison si la saison se terminait demain matin. Et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, on l'a vu, un match contre les Colts d'Indianapolis. L'attaque ne fonctionne pas. On a perdu 10-6. Et c'est intéressant de voir que peut-être pour la première fois, là, pour les gens qui nous écoutent, de leur histoire, les Patriots vont être en mode défaite pour le restant de la saison. Et même en fin de semaine, après la défaite, l'entraîneur Bill Belichick n'a pas exclu la solution de mettre Bailey Zappi, le corps arrière numéro 2, là, pour partir le prochain match parce que avec Mac Jones, ça ne fonctionne pas. Donc, les Patriots sont dans la course pour repêcher un corps arrière et pourraient justement profiter des prochains matchs pour essayer des nouveaux joueurs, évaluer les receveurs de passe parce qu'on risque de faire table rase et rebâtir notre attaque en passant par le repêchage, le prochain repêchage. Et c'est peut-être une des seules équipes avec les Giants et les Bears qui pourraient terminer au dernier rang et obtenir Caleb Williams et Drake May. Quand je dis terminer au dernier rang, c'est d'avoir le dernier choix, à vrai dire. Avoir le premier choix au total parce que les Bears ne vont pas terminer au dernier rang parce qu'on souhaite remporter des matchs à Chicago. Mais les Panthers risquent de terminer au dernier rang et les Panthers n'ont pas le premier choix au total. C'est les Bears qui détiennent les droits de ce choix au repêchage. Donc, c'est vraiment là, une transaction peut-être toxique hein, quand on commence à regarder là, la transaction de Bryce Young pour aller le repêcher. On a peut-être fait la croix sur un Caleb Williams qui est nettement supérieur à Bryce Young pour la suite des choses. Donc vraiment, les Panthers ont peut-être commencé à regretter cette transaction. Donc voilà ce qui complète l'émission Fanball de cette semaine. Déjà 17e épisode du balado Fanball. Je vous rappelle que vous pouvez toujours suivre la page Instagram de Fanball pour avoir un peu plus d'informations. Sinon, je vous souhaite de passer une excellente semaine, bon football et on se reparle la semaine prochaine.